quand on crée une entreprise en Afrique, le chef d'entreprise devient comme ça un chef de famille par nature. Okay? Donc, il devient comme ça celui-là vers qui tout le monde vient poser ses problèmes. Okay? Parce qu'on se dit, comme il a créé une structure, ça veut dire qu'il a les moyens, ça veut dire qu'il a l'argent. Beaucoup n'ont pas encore compris que quand on crée une entreprise, il faut du temps pour que ça marche. Et finalement, le chef d'entreprise devient comme ça un banquier de famille. C'est le banquier de famille, tout le monde vient poser ses problèmes. On a par exemple le réseautage traditionnel qui est quand même très présent encore en Afrique et qui est assez fort et qui est malheureusement très négligé, surtout par les startups qui démarrent. Bonjour Madame Livy Gaël. Bonjour Monsieur Mbédé. Vous êtes CEO de la start-up Mamassar, un cabinet conseil spécialisé dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises dans leur parcours de croissance. Ouais. Au quotidien, vous accompagnez les entrepreneurs africains et on sait la place qu'occupe la culture et la tradition en Afrique. Au vu de votre expérience, quel est l'impact de nos cultures africaines dans le développement des petites et moyennes entreprises? Alors oui, c'est vrai que nos chefs d'entrepreneurs africains et même camerounais ont ce gros challenge là comme ça au quotidien de pouvoir honorer leur culture et de faire grandir leurs entreprises. Okay? Donc il est question pour eux aussi de trouver la bonne équation pour garder cet équilibre là. Comment je fais pour continuer à honorer mes ancêtres? Comment je fais pour continuer à garder ma culture que j'aime bien parce qu'ils aiment beaucoup leur culture tout en gardant la rigueur entrepreneuriale. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la culture en fait est comme un couteau à double tranchant pour les entrepreneurs. Okay? Donc ça veut dire que s'ils s'en servent bien, ils peuvent vraiment s'appuyer dessus pour propulser leur affaire. Par contre, s'ils sont ignorants sur les pièges qui peuvent se cacher derrière la culture, leur entreprise peut comme ça prendre un gros coup. Alors, en ce qui concerne l'impact négatif que peut avoir la culture, comme ça, sur le développement des PME, on a comme ça le poids excessif de la familiarisation qu'ont les chefs d'entreprise. Ça s'explique par le fait que quand on crée une entreprise en Afrique, le chef d'entreprise devient comme ça un chef de famille par nature. Okay? Donc, il devient comme ça celui-là vers qui tout le monde vient poser ses problèmes. Okay? Parce qu'on se dit, comme il a créé une structure, ça veut dire qu'il a les moyens, ça veut dire qu'il a l'argent. Beaucoup n'ont pas encore compris que quand on crée une entreprise, il faut du temps pour que ça marche et que voilà, c'est de l'argent investi qui doit être rentabilisé. Donc finalement, le chef d'entreprise devient comme ça un banquier de famille. C'est le banquier de famille, tout le monde vient poser ses problèmes. Et s'il n'est pas assez outillé, s'il ne fait pas attention, il aura comme ça tendance à mettre l'argent dans la caisse sans contrôler pour prendre et résoudre les problèmes et finalement mettre l'entreprise dans une situation financière quand même difficile. On a en deuxième position comme ça là, le tabou autour de l'argent, le tabou sur la réussite et l'argent. On a dans beaucoup de localités en Afrique et surtout au Cameroun, dans beaucoup de localités comme ça, parler d'argent est encore un très gros tabou. Okay? On a grandi dans un système où parler de l'argent est mal vu. C'est-à-dire dire que j'ai réussi ou bien que j'ai de l'argent, c'est très mal interprété. Donc on a pris l'habitude de ne pas parler de ça. Ça fait que plus tard, quand on devient entrepreneur, on a comme ça du mal à parler de façon transparente, même avec ses partenaires d'argent. On a du mal à parler d'argent avec les employés. Okay? Donc ça vient comme ça, cette habitude-là vient comme ça, rendre les conversations transparentes et difficiles. Okay? Donc ça fait qu'au moment de faire la planification du budget, on a du mal. Parce qu'on n'est pas habitué à parler clairement de l'argent. On va voir des chefs d'entreprise qui vont souvent dire, bon, tiens d'abord cette somme, fais avec, et puis après on va voir, je vais te compléter après. Après on complète, ainsi de suite. Ça fait qu'avec le temps, quand on prend du recul, lui-même en tant que chef d'entreprise, il ne peut pas dire clairement combien ça l'a coûté. Okay? Il ne peut pas dire clairement combien est-ce qu'il faut même pour démarrer le projet. C'est pour ça qu'on va voir des projets qui commencent et qui s'arrêtent parce qu'on ne s'autorise pas à planifier, parce qu'on ne veut pas parler de budget. Donc voilà comme ça un impact négatif et malheureusement ça débouche comme ça sur des malentendus très graves au quotidien. On a comme ça même des soupçons de détournement. C'est-à-dire on voit les chefs d'entreprise qui soupçonnent que peut-être mon directeur, mon assistant va peut-être voler de l'argent parce qu'il ne maîtrise pas. Okay? On a même des employés qui peuvent se retrouver à mettre leur propre argent dans l'entreprise. Parce que le chef d'entreprise leur a remis de l'argent, peut-être qu'il n'a pas suffi. Et comme on n'a pas fait les comptes, donc du coup, on se retrouve à mélanger tout. Au-delà des quelques inconvénients que vous venez de lister, comment est-ce que les entrepreneurs peuvent capitaliser au travers de la culture? Alors, au travers de la culture, les entrepreneurs peuvent carrément vraiment s'appuyer dessus pour propulser leur affaire. Comment? On a par exemple le réseautage traditionnel qui est quand même très présent encore en Afrique et qui est assez fort et qui est malheureusement très négligé, surtout par les startups qui démarrent. C'est vraiment un bon pilier
pour redémarrer ou bien pour lancer son affaire. C'est ça qui a donné, c'est cet esprit communautaire-là qui a donné naissance au truc comme la tontine. Vous voyez, donc ça, c'est des piliers sur lesquels les gens peuvent s'appuyer, par exemple, pour lever les fonds facilement. Dans une certaine communauté, de certaines ethnies, on a comme ça facilement accès aux élites, qui sont comme ça parfois pour la plupart des chefs d'entreprise eux-mêmes ou bien des retraités, hein, ou bien des retraités de banque et tout ça. Donc ça veut dire qu'on a accès comme ça aux personnes qui peuvent nous donner des conseils de qualité gratuitement. On a comme ça accès à un réseau quand même assez fort. Donc voilà un pilier assez fort, voilà une façon assez intéressante de s'appuyer sur la culture pour propulser son affaire. Deuxièmement, on a comme ça le nom de famille sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Ok, la valorisation du nom de famille et du village d'où on vient, du nom du village où on vient. C'est aussi un levier très efficace qui marche encore très fort, surtout chez nous ici au Cameroun. Parce qu'on a comme ça des gens qui sont issus d'une famille dont un des parents a créé une entreprise par le passé qui a un impact assez fort et assez positif, donc qui est déjà connu, qui est déjà assez populaire. Donc aujourd'hui, s'appuyer sur ce nom de famille là pour créer son affaire, ça nous propulse beaucoup plus rapidement, ok? Donc ça veut dire qu'on peut s'appuyer vraiment sur ce nom de famille qui est déjà connu en tant qu'enfant de, ou bien ressortissant de telle famille. Ça fait qu'on a déjà accepté, ça dit que ça convainc beaucoup plus facilement les gens. Et même le nom du village, quand on regarde bien au Cameroun, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça qui ont réussi à gagner un marché beaucoup plus facilement, qui ont réussi comme ça à fidéliser, qui réussissent même au quotidien à fidéliser beaucoup plus facilement leurs clients parce qu'ils appartiennent à une certaine ethnie. Ok, donc grâce à cette ethnie-là, grâce à ce groupement villageois-là, ils ont réussi comme ça à créer un marché qui fonctionne vraiment très bien. Donc voilà comme ça un deuxième pilier. Une deuxième façon, et une autre façon aussi de s'appuyer sur la culture, ce serait simplement de profiter de la diversité culturelle que nous avons. Parce que quand on regarde un pays comme le Cameroun, on a plus de 250 langues parlées. Donc ça veut dire que, qui dit 250 langues parlées veut dire c'est autant de villages qui existent. Et chez nous, chaque village a quand même sa particularité. Donc ça veut dire que si on s'appuie sur les spécificités de chaque village, on peut carrément se positionner comme ressortissant de ce village en proposant une expertise qui est propre à ce village-là. Et là, on vend beaucoup plus facilement. On va voir l'exemple au Cameroun comme ça, par exemple, dans le marché du textile. On a le pain bami qui est devenu très populaire aujourd'hui. Si vous voulez acheter le pain bami aujourd'hui, vous serez beaucoup plus à l'aise, vous aurez beaucoup plus de facilité à l'acheter. Si c'est un ressortissant de l'Ouest qui vous propose ça, parce que dans votre esprit, vous vous dites, sûrement, ça doit être de la bonne qualité, ok? Et en plus, l'avantage d'acheter chez lui, c'est qu'il ne vous vend pas que le tissu, il ne vous vend pas que le pain. Il vous raconte l'histoire avec, ok? Donc sa façon de vendre sera toujours plus captivante, plus intéressante que si c'est quelqu'un qui vient d'une autre région. Tout à l'heure, vous avez évoqué le nom de famille et le village d'appartenance. Est-ce que le nom de famille est uniquement un avantage? Est-ce que ce n'est pas un poids pour celui qui le porte? Et deuxièmement, est-ce que le fait d'appartenir à une famille le fait d'appartenir à un village, autant pour moi, ne circonscrit pas le marché sur un axe purement communautaire? Oui, effectivement, le fait de porter un nom de famille peut être à la fois un avantage et un inconvénient. Bon, bien sûr, il faut mettre le nom de famille en avant si c'est un avantage, ok? Si ce nom de famille-là n'a pas une bonne renommée, il vaut mieux ne pas mettre ça en avant dans sa communication. Donc, ça, c'est utile vraiment si ça a du poids, si ça peut contribuer de façon positive. Utilisé pour faire sa communication. Par contre, maintenant, oui, se positionner par rapport à son village, c'est clair qu'au début, on a l'impression que ça restreint. Mais pour des startups qui démarrent, on n'oublie pas qu'on est dans un système déjà où les banques ne prêtent pas aux startups. Okay? Donc, ça veut dire qu'on a affaire aux gens qui démarrent avec les petits moyens, qui démarrent avec ce qu'ils ont comme ressources. Okay? On a beaucoup d'entrepreneurs parfois qui n'ont que l'idée, ils ont une très bonne idée, mais ils n'ont pas les moyens pédagogiques, ils n'ont même pas le savoir-faire intellectuel qui va avec. Donc pour ces personnes-là, c'est vraiment un très bon moyen de démarrer. Okay? C'est moins cher, c'est pratique, c'est concret, ça apporte très vite des résultats. Donc au moins de cette façon, ils pourront démarrer, créer un certain marché. Et quand on a réussi à gagner son village, il sera beaucoup plus facile de sortir de là et se dire maintenant je vais gagner la ville. Mais au moins je m'appuie sur le village. Okay? Si les gens du village, on les a satisfaits, il y a de fortes chances que eux, en retour, ils parlent de nos services, de nos produits autour d'eux. C'est comme ça que progressivement, on sort de cette sphère villageoise pour commencer à s'attaquer à un monde un peu plus moderne. Progressivement, on va s'attaquer à la grande ville, on va voir les autres villes d'à côté, on va s'attaquer au continent, pourquoi pas, ok? Au
moins on sait que si à un moment donné ça ne fonctionne pas avec le continent, on a encore la ville, ça ne fonctionne pas avec la ville, on a encore le village. Donc quand même c'est un noyau sûr, vraiment pour ceux qui n'ont pas de repères. Et même ceux qui ont des moyens de démarrer, c'est toujours intéressant. C'est-à-dire il vaut mieux le faire parce que ne pas le faire, c'est perdre en fait. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est déjà inné, c'est une richesse qu'on a, c'est un acquis. Okay, donc il est important aujourd'hui que les Africains arrêtent de rejeter la culture, vraiment de commencer à regarder les points positifs et en profiter énormément. Quand on regarde nos chefs d'entreprise, par le passé c'était des illettrés, ils n'avaient pas toutes les stratégies marketing qu'on a aujourd'hui, mais ils ont réussi à construire des empires. C'est parti de là, c'est-à-dire tout part toujours du village, du frère du village à qui on parle de quelque chose, on élargit et finalement ça devient de vrais empires. Donc, si je vous comprends bien, la culture reste un levier puissant sur lequel les entrepreneurs peuvent s'appuyer pour développer leur start-up ou leur entreprise. Oui, clairement, la culture a un rôle important à jouer qui est surtout à ne pas négliger. Parce que clairement, au Cameroun, aujourd'hui, on peut créer une PME rentable si on professionnalise son activité tout en gardant ses pieds ancrés dans la culture. On peut réellement grandir beaucoup plus facilement. Donc, ignorer le facteur culturel, vraiment, c'est rejeter les ventes. C'est se freiner soi-même, en fait. Donc, aujourd'hui, les entrepreneurs africains, ou bien ceux qui aspirent à entreprendre, devraient sérieusement prendre en considération ce facteur-là, profiter aussi de cet avantage-là et professionnaliser leur affaire, et puis le reste devrait suivre. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.